Bonjour, nous voici pour un nouvel épisode du cours d'introduction en chimie quantique. Lors du dernier épisode, nous avons traité H3, notre premier système à 3 atomes. Donc il s'agissait ici de faire H3 en ligne ou en triangle. À partir de là, nous avons évoqué la première difficulté des systèmes polyatomiques. Nous devons trouver un moyen de séparer notre système en deux fragments. Et en fait, nous allons utiliser à partir de maintenant un peu la même fragmentation que pour VSEPR. Un atome au centre, des atomes autour. Tout ça parce que cela respecte en fait la symétrie. C'est-à-dire que quand nous avions par exemple H3 linéaire, HA et HC en fait étaient symétriques via le plan miroir au centre. Et HB était symétrique avec lui-même en fait. C'était la moitié de H avec la moitié de H on va dire. À partir de là, on peut décrire les orbitales des fragments. Donc nous avions une combinaison positive qui était symétrique et une combinaison négative où on a un plus et un moins. Et là, en fait, c'était antisymétrique par rapport au plan du miroir. C'est-à-dire que le plus devient moins, le moins devient plus. Quand le plus devient rien du tout, ce n'est ni symétrique ni antisymétrique. Ce n'est pas symétrique. Et cette combinaison-là, elle, n'est pas adaptée à la symétrie. Alors, à partir de là, nous allons pouvoir travailler sur nos premières molécules. On s'était donné, on va dire, comme exercice, ou plutôt, honnêtement, je vous avais proposé comme exercice BeH2 et H2O. Nous allons travailler en manière canonique, et en canonique, en fait, on peut choisir n'importe quelle géométrie. C'est-à-dire que nous allons pouvoir faire H2O linéaire et H2O coudé. Quelque part, VSEPR, la méthode VSEPR utilise la méthode des hybridations. Ça veut dire que on va choisir en fonction de notre structure de Lewis l'hybridation qui correspond. Dès lors, c'est difficile de faire H2O en fait en linéaire, sachant que en AX2E2, ils nous disent qu'elle est coudée. D'accord. Donc déjà, VSEPR nous oriente vers la géométrie correcte. Par contre, en canonique, en fait, on a plus de liberté. Et on est capable, de cette façon, de pouvoir comprendre l'évolution de l'énergie en fonction de la géométrie. Et à la fin de la vidéo, on pourra donc discuter de la corrélation entre la structure électronique, les énergies des orbitales et la géométrie. Et en fait, c'est de cette manière que l'ordinateur peut prédire une géométrie sans avoir à apprendre VSEPR ni être biaisé dans les cas où VSEPR ne marcherait pas. Alors, on est parti. On va repasser en mode diapositive, d'accord. Et je reprends sur la dernière diapositive du cours précédent. Donc, nous avons ici les orbitales, on va dire, de BE ou de O. Je vous propose aussi les énergies calculées. Donc, avec la méthode, en fait, donc c'est une méthode approchée dans le calcul, on n'a pas le calcul exact. Dès lors, l'énergie de la 1s de l'hydrogène n'est pas à moins 13,6, mais elle est à moins 9. Donc on commet là une certaine erreur, mais on va considérer que l'erreur est entre guillemets systématique sur l'ensemble des atomes. Et pour pouvoir bien comparer, le beryllium est entre moins 7,7 et moins 4, c'est-à-dire légèrement au-dessus de l'hydrogène. Pour le bore et le carbone, on a les orbitales P au-dessus de l'hydrogène, mais l'orbital S en dessous. Et à partir de l'azote et de l'oxygène, la dernière orbitale S et P occupée, celle de valence, est en dessous de l'énergie de l'hydrogène. Donc on retrouve les mêmes tendances que dans le calcul réel, on va dire, ou dans ce qui est connu, dans ce que vous avez pu apprendre, sauf qu'on est décalé en énergie dû à l'approximation faite sur l'hamiltonien et la résolution de l'équation de Schrödinger. Bien. Donc, on va commencer à travailler dans le système linéaire. C'est-à-dire que nous aurons H, un atome au centre, BE ou O, et H, qui forment une ligne. Puis nous allons passer à la version coudée, et enfin, on pourra discuter de la corrélation entre ces deux formes. Pour les orbitales du fragment H2, en fait, il s'agit du diagramme H2, d'accord, que l'on connaît,
avec la combinaison symétrique et antisymétrique, mais cette fois-ci les deux hydrogènes se sont écartés, puisque nous allons insérer l'atome central au milieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'interactions. Donc moi je me suis basé sur la géométrie optimisée pour BeH2 par exemple, et ça donne une distance HH d'environ 267 picomètres. Pour information, la distance H2 quand elle est convergée, elle est plutôt autour de 70 picomètres. Donc on voit qu'il y a une sacrée élongation là. L'interaction en fait entre les deux hydrogènes devient presque négligeable. La combinaison positive, la combinaison liante, c'est-à-dire en fait blanc et blanc, pointent tous les deux vers l'atome central, mais l'antiliante aussi, puisque en fait le recouvrement via une orbitale S peut se faire effectivement correctement le long de l'axe internucléaire. Toutefois, on remarque que cette combinaison-là et cette combinaison-là, en fait, ne vont pas pouvoir se recouvrir avec les mêmes orbitales atomiques du beryllium ou de l'oxygène. Et ça, c'est effectivement dû à leur propriété de symétrie via le plan qui passe et qui coupe la molécule en deux. Et de ce côté-là, en fait, on voit que celle-ci, la surface blanche, l'orbitale S devient une orbitale S positive et ne change pas de signe, alors que là, il y a un changement de signe. Donc cette orbitale-là est antisymétrique. Et elle ne pourra se combiner qu'avec une orbitale atomique du beryllium ou de l'oxygène qui est elle-même antisymétrique et qui aurait la même orientation. Donc, on garde la même méthode, on va garder les orientations pour pouvoir savoir quelle orbitale va pouvoir faire du sigma ou du pi, ou serait perpendiculaire et c'est-à-dire ne peut pas interagir avec l'autre orbitale, mais par contre aussi rajouter une propriété de symétrie via le plan de symétrie. Alors, ici, les orbitales atomiques du beryllium. Donc, on a S et P. On imagine, on voit bien, le beryllium là, il va être placé avec un hydrogène à gauche, un hydrogène à droite. La sphère ici, elle peut pointer à gauche et à droite, elle est positive, elle est symétrique. Celle-ci, la bleue, elle est perpendiculaire à l'axe. D'accord? Donc elle est perpendiculaire avec les types de recouvrement proposés par les orbitales de fragments de H2. Et en fait, donc celle-ci a une propriété de symétrie qui est différente et incompatible. De même pour la jaune là. Par contre, celle-ci, elle pointe bien vers l'hydrogène à gauche et vers l'hydrogène à droite. Et comme il y a un plan de symétrie qui passe au milieu et que ça veut dire que le lobe blanc devient le lobe rouge, elle est elle aussi symétrique. Donc, si vous voulez, il y a deux orbitales qui peuvent faire du sigma ici. Il y a cette orbitale S et cette orbitale P. Par contre, celle-ci est symétrique, donc elle est noire, comme celle-ci. Et celle-ci est antisymétrique, elle est rouge, comme celle-ci. Si vous aviez déjà préparé ces fragments, félicitations. Je vous encourage de nouveau à bien utiliser un code couleur, sinon vous allez très vite vous emmêler les pinceaux. Et c'est pas pour vous ennuyer, c'est pour en fait vous forcer à apprendre une bonne méthodologie de travail. Plutôt que d'apprendre tous les diagrammes un peu par cœur, par mimétisme, si vous apprenez la méthode, vous pourrez en fait faire toutes les autres molécules que l'on ne va pas traiter maintenant. Alors maintenant que vous avez les bonnes couleurs, les bons codes couleurs, vous savez quelle orbitale va se mélanger et se recouvrir avec quelle autre orbitale. À chaque fois, vous allez faire une combinaison liante, une combinaison anti-liante, et celles qui ne se mélangent pas, elles sont au milieu et elles sont non liantes. N'hésitez pas à faire pause, à avancer sur ce diagramme tout seul, et après vous corrigez. D'accord? Bien. Alors, moi je vais commencer par les non liantes. C'est-à-dire que l'orbitale atomique bleue et jaune ne se mélange pas avec les orbitales de H2, donc elles ne changent pas d'énergie
on les retrouve au milieu, exactement la même énergie. Puis, on va traiter l'interaction noire. On va avoir une orbitale sigma. Alors, les énergies ici sont sensiblement équivalentes. Donc, il y a autant de BE que de H. D'où ici BE est plus gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit être aussi gros que l'ensemble des deux H ensemble. D'accord? Donc, grosso modo, ça fait un tiers, enfin, oui, ça fait plutôt 50%, 25% et 25%. D'accord? Et c'est une disposition que l'on retrouvera aussi dans l'antiliante si cette orbitale-là n'est pas polarisée. Si l'orbitale ici, par exemple 2p, est plus basse en énergie, il y aura plus de l'atome central encore au centre et encore moins d'hydrogène. Par contre, on va voir apparaître plus d'hydrogène au bout d'un moment dans l'antiliante. D'accord? Donc quand on polarise la liaison, n'oubliez pas, l'orbitale liante, elle a un poids supérieur dans l'orbitale de fragment qui lui est la plus proche. Donc si par exemple ici, celle-ci lui est la plus proche, ou celle-ci, or là ici en fait ils ont relativement la même énergie, d'accord? Donc il n'y a pas de polarisation, mais si celle-ci est plus basse en énergie, il y en aura plus dans la liante. Mais ça voudra dire ici que dans l'antiliante, il y aura plus d'hydrogène parce que ce fragment-là lui sera le plus proche. Pour la partie P, rouge, d'accord? Donc là, en fait, nous aurons l'orbital P qui sera liant à droite, liant à gauche, et l'antiliante qui sera antiliant à gauche et à droite. Avec, pareil, à peu près autant de poids de chaque côté. À peu près. Là, ici, j'ai mis un peu plus de beryllium puisque l'orbital 2P du beryllium est au-dessus des orbitales du fragment H2. Si on considère par exemple là un niveau d'énergie qui est plutôt autour de -9, en considérant qu'il n'y a pas du tout d'interaction dans H2, il y a une polarisation qui serait plutôt dans les liantes plus hydrogène et plus beryllium dans les antiliantes. Au niveau des niveaux, c'est-à-dire où est-ce que vous placez les sigmas? Moi j'ai mis celle-ci, la noire, la plus basse, parce que elle est stabilisée par rapport à ces deux-là, et parce que ces deux niveaux noirs sont déjà plus bas. Cette interaction rouge, elle part de plus haut, et elle se stabilise aussi, c'est aussi une sigma, donc moi je suis descendu d'une certaine valeur, et il y a peu de chances que celle-ci descende en dessous de celle-ci. Pour les antiliantes, j'ai respecté le même ordre, on va dire, c'est-à-dire que comme celle-ci part de plus bas, l'antiliante noire se retrouve en fait en dessous de celle-ci. Mais ça, c'est possible parce que dans ce cas-là, on va considérer que comme il s'agit d'un recouvrement sigma ou sigma étoile, c'est le même type d'interaction. Si vous comparez sigma et pi, la quantité de recouvrement ne sera pas la même et l'écart en fait entre la liante et l'antiliante ne sera pas le même. Donc l'interaction sigma, ou de manière plus générale, plus le recouvrement est fort, plus l'écart entre la liante et l'antiliante est grand. Et c'est pour ça que souvent, en fait, on a les sigma en bas, les sigma étoiles tout en haut, et les pi qui sont à l'intérieur en fait. Même si souvent la pi, en fait, elle commence de plus haut. La pi étoile ne rattrape pas forcément la sigma étoile tellement l'interaction est antiliante. Mais là, il s'agit de deux orbitales sigma étoile. Bien. Alors, BE, d'accord, hein, est de la deuxième colonne. Donc, il y a deux électrons. Et dans H2, deux électrons. Une erreur aussi qui est commise par les étudiants, de façon, quand on pose BEH2 ici comme problème, sans indiquer en fait, sans aider, sans correction, c'est que vous ne mettez pas les orbitales 2p parce que le beryllium n'a que des électrons dans une orbitale 2s. Mais les orbitales 2p existent, ils sont juste vides. Et on voit que l'orbitale rouge qui est vide, enfin formellement vide, eh ben, elle contribue à la liaison BEH. Et que si on ne considère que l'orbital S, on n'a qu'une seule liaison
pour les 3 atomes. Donc la deuxième liaison, elle vient bien d'une orbitale de p qui est vide. Voilà pourquoi je vous conseille ici de mettre les couches de valence entières et de ne pas chercher à mettre des électrons pour ne pas être influencé, pour ne pas être biaisé par cette répartition. BeH2 a 2 électrons, mais il a bien 4 orbitales atomiques de valence. À partir de là, on se retrouve avec 2 orbitales occupées, qui sont les 2 sigma. On a les niveaux non liants vides et les sigma étoiles vides. L'ordre de liaison devient 4 moins 0 divisé par 2. Ça fait bien 2 liaisons entre les 3 atomes. Donc en gros, une liaison de chaque côté. Et 0 doublé, on a bien 2 lacunes électroniques. Et effectivement, BeH2 en fait est donc un acide de Lewis. Il a une case quantique assez basse en énergie, vide. Il peut accepter facilement un électron, ou 2. Si on travaille par VSEPR, donc là en VSEPR, on va directement dessiner HBeH, et en fait on devrait placer ici les carrés qui indiquent les cases quantiques vides, et comme Be a 2 électrons de valence, dans HBeH, ça nous donne en nomenclature AX2 pour chacun des hydrogènes, E0. Et donc on a une hybridation sp. Ça veut dire qu'il nous reste 2 orbitales p pures. On mélange une orbitale s, une orbitale p. Donc on se retrouve avec une orbitale sp qui pointe vers la droite, une orbitale sp qui pointe vers la gauche. Et les 2 orbitales qui sont perpendiculaires à l'axe des liaisons, elles, sont inchangées. En VSEPR, les orbitales des fragments H2 sont des orbitales localisées, c'est-à-dire 100% à gauche, 100% à droite. Et donc, elles ne respectent plus la symétrie. Parce qu'en fait, dans VSEPR, on s'en fout. Justement, on va localiser et chaque liaison aura le droit à son orbitale moléculaire. Donc là, cette fois-ci, le côté noir, c'est plutôt un atome à gauche, le côté rouge, un atome à droite, et on doit se retrouver, si vous travaillez correctement, avec une orbitale sp qui pointe sur chacun des atomes du fragment, de l'autre fragment. Donc là, ici, notre orbitale s à droite est associée ou sera associée avec la sp qui pointe vers la droite. L'orbitale s vers la gauche sera associée à la sp qui pointe vers la gauche. Je fonctionne de la même manière. Je vais mettre mes orbitales non liantes à la même énergie que départ. Et cette fois-ci, j'aurai un recouvrement à gauche, un recouvrement à droite. Je pars des mêmes niveaux d'énergie et j'aurai le même type de liaison. Donc, je vais placer la rouge et la noire au même niveau. D'accord. Donc là, ici, je suis parti sur quelque chose qui est presque pas polarisé. Je n'ai pas vraiment l'information. Si on considère que l'hydrogène est plus bas que moins 7,7, par exemple, à moins 9, et ben en fait, mes liaisons seraient plus hydrogène dans la liante, mais par contre plus beryllium dans l'antiliante. J'ai toujours 4 électrons. On aura les 2 niveaux sigma occupés. Mon niveau HOMO sera une sigma, et l'HUMO, case quantique vide. Donc en ça, les 2 diagrammes coïncident. On a le même indice de liaison. 4 liants, 0 antiliant, divisé par 2, ça fait bien 2 liaisons. Et 0 doublé, car on a 2 lacunes. Sauf que cette fois-ci, l'hybridation propose un modèle avec des liaisons localisées. Alors que, en canonique, nos liaisons BEH étaient quelque part décrites toutes les deux en même temps dans le niveau noir et dans le niveau rouge. Quelle est la réalité de ce phénomène? Eh bien, si on imagine une réactivité où on arrache un électron à BeH2, on constate que les 2 liaisons en fait sont impactées. C'est-à-dire que dès qu'on arrache un électron de la couverture électronique, le canonique nous dit que l'on arrache
cet électron à l'ensemble de la molécule et ça va impacter, comme il s'agit du niveau HOMO dont on arrache un électron, ça va impacter les deux liaisons en même temps. En VSEPR, il va nous dire bah, tu arraches soit à gauche, soit à droite, puis comme ton indice de liaison et le nombre d'électrons changent, tu dois refaire un VSEPR avec une nouvelle hybridation. Donc en fait, le VSEPR semble plus simple, mais dès qu'on va vouloir faire de la réactivité où on va arracher un électron, rajouter un électron, il faut imaginer que comme cela peut changer la géométrie, il va falloir refaire une hybridation au cas où. Alors que le canonique semble plus robuste, mais il nous propose une vision qui est, elle, délocalisée, où les électrons en fait se retrouvent vraiment interdépendants sur l'ensemble de la molécule ou presque. Bien. Passons à la version coudée, c'est-à-dire à l'eau, H2O. Donc là, ici, je vais avoir quelque chose de coudé, d'accord, et mon orbital, mon oxygène, en fait, il va se retrouver à interagir avec les deux hydrogènes, et notamment, on aura une orbitale P qui est dans ce sens-là, qui va interagir à gauche et à droite. Comment est-ce que c'est possible? On va regarder qu'est-ce qui se passe donc sur les recouvrements et les symétries. Pour le fragment coudé de H2. Maintenant, on ne pointe pas le long de l'axe puisque l'atome central est un peu plus haut. Donc on voit que les orbitales S, elles pointent, comme elles peuvent pointer dans toutes les directions, elles peuvent pointer effectivement vers l'atome central. On se retrouve de nouveau avec quelque chose qui est par contre symétrique ou antisymétrique. Donc quelque part, on garde les propriétés rouges et noires de ces deux orbitales. L'orbitale qui est perpendiculaire au plan, jaune, elle, est toujours perpendiculaire, quoi qu'il arrive. L'orbitale, ici, P, qui est en fait dans cette direction-là, là, elle va pouvoir pointer vers l'hydrogène ici, donc on voit là, et elle garde son propriété antisymétrique, donc cette orbitale-là, elle reste rouge. L'orbitale S, donc qui maintenant se placerait ici, elle est toujours symétrique au plan, donc elle ne peut pas interagir avec l'orbitale rouge, et elle peut toujours attaquer, ou en tout cas se recouvrir à gauche et à droite, parce qu'elle peut pointer dans toutes les directions. Donc elle reste noire. La grande nouveauté, c'est que l'orbitale qui était précédemment bleue, et qui était perpendiculaire le long de l'axe, maintenant il se retrouve avec une orbitale à gauche et à droite, mais qui ne touche qu'une seule des deux lobes. À partir de là, le recouvrement devient possible. Si on imagine que cette orbitale-là, elle est centrée là, et donc qu'il y a juste un lobe ici entre les deux et un lobe là, on va se retrouver avec cette orbitale-là qui peut se recouvrir. Donc, une orbitale S, elle est perpendiculaire à l'orbitale P quand elle attaque comme ça, de façon perpendiculaire. Quand elles ne sont plus perpendiculaires, il peut y avoir un recouvrement. Et donc là, on se retrouve dans une combinaison où ces deux orbitales-là ont une symétrie noire et donc peuvent se recouvrir. Donc on aura un mélange SP. Je vous laisse essayer de deviner ce que ça donne. D'accord? On travaille toujours avec la même méthodologie. Donc là, vous pouvez traiter le jaune, le rouge, puis quand vous allez avoir à traiter un mélange SP, je vous rappelle qu'on a donc là, ici, une orbitale noire pour le fragment, deux orbitales noires pour l'atome central. À la fin, on doit avoir trois orbitales moléculaires issues de ces trois orbitales noires. Il y en a une qui sera liante, très liante, avec le champignon de la SP, le gros lobe de la SP qui pointe vers les hydrogènes, en liant. Une qui sera très antiliante tout en haut, avec le gros lobe de l'ASP qui pointe vers les hydrogènes, mais cette fois-ci en antiliante. Et on aura au milieu une plutôt non liante qui a le gros lobe de l'hybride qui pointe pas vers les hydrogènes, à l'opposé. Bien, on corrige.
La non liante, elle ne change pas d'énergie. La rouge, c'est la même que tout à l'heure. La grosse différence, c'est que cette fois-ci, les hydrogènes ne sont pas directement à 180 degrés. Et donc, cette grise-là, elle ne pointe pas aussi fortement qu'avant. Elle touche un peu sur le côté, mais pas à 90 degrés. Donc, il y a bien un recouvrement. Cette orbitale S ne touche que le lobe gris, et donc elle est bien liante. Et là, c'est pareil. Cette orbitale S blanche ne touche que le lobe blanc, donc c'est uniquement liant. Mais c'est un peu moins fort comme recouvrement que tout à l'heure. Pareil ici, l'antiliante, lui, d'accord. Donc là, ici, j'ai considéré qu'il s'agit de l'oxygène. Donc l'orbitale P est plus basse que les orbitales H2. Donc là, il y a plus d'hydrogène, il y a plus d'oxygène que d'hydrogène. Et à l'inverse, dans l'antiliante, il y a plus d'hydrogène que d'oxygène. D'accord. Ici, l'orbitale de fragment la plus proche, c'est celle-ci. Donc il y a plus de poids de H2 que d'hydrogène. Et ça, c'est fondamental quand après on veut comprendre la réactivité. D'accord. J'y reviendrai plusieurs fois. Donc là, ici, on a une liaison qui est polarisée. Là, elle est polarisée côté oxygène et l'antiliante est côté hydrogène. Pour le système sigma, on a donc ici 3 orbitales moléculaires. Une orbitale très liante et très oxygène, d'accord? Parce que le fragment le plus proche, ce sont les S et les P. Donc clairement ici, ces deux niveaux ont un poids supérieur à celui-ci. Donc là, on a une grosse participation de l'oxygène avec un petit peu d'hydrogène. Et c'est entièrement liant. On voit que le blanc touche le blanc et touche le blanc uniquement. L'orbitale noire ici, elle est très antiliante. Et on a donc beaucoup d'hydrogène, parce que là, l'orbitale de fragment la plus proche, c'est l'hydrogène, et les deux autres sont assez loin. Et donc on a une petite contribution de l'oxygène, une forte contribution de l'hydrogène, mais par contre, elle est bien anti-liant OH à chaque fois. Donc là, ici, on a une orbitale qui permet, en fait, les deux liaisons, et là, en fait, c'est la version anti-liante. Si jamais on met des électrons sur ces niveaux-là, les liaisons sigma se cassent. Et donc le dernier niveau, qui était le non-liant, se retrouve être avec un chapeau, un champignon, le gros lobe SP, qui pointe pas vers les hydrogènes. Donc clairement ici, là, la densité électronique, elle ne participe pas à la liaison OH. Vous pouvez presque même négliger la partie ici. Je vous les ai mis parce qu'après je vais vous montrer ce que donne le calcul. Et il s'avère que dans le calcul, il y a une petite contribution des hydrogènes et qu'elle est un peu liante, un petit peu liante, et que ça justifie en fait le fait qu'elle est légèrement plus basse que la jaune. Mais clairement, si on doit aller chercher des électrons ici, la plupart du temps, la couverture électronique, elle est essentiellement sur l'oxygène et pas dans la liaison OH. Pour ce diagramme-là, nous avons 6 électrons qui viennent de l'oxygène, 2 électrons qui viennent de l'hydrogène. Nous avons donc 8 électrons. Le niveau HOMO est un niveau non liant. Et le niveau LUMO, c'est une sigma étoile. Ce qui nous donne un, 2 niveaux totalement occupés liants. Ça nous fait donc 4 électrons liants. Donc 2 liaisons. Une à gauche, une à droite. Et 2 niveaux non liants occupés. Ça nous fait bien 2 doublés. Mais de nouveau, on a des liaisons localisées, d'accord, délocalisées en canonique. Et on a un système cette fois-ci qui est polarisé. Alors c'est important. Ici par exemple pour le caractère de la LUMO, une orbitale qui serait sigma étoile avec une forte contribution sur un hydrogène, c'est en fait un caractère acide de Lewis. Et si vous oubliez la polarisation ou si vous inversez la polarisation, vous ne pourrez pas retrouver le caractère acide de Lewis dans votre diagramme. Comparons avec les orbitales calculées. D'accord?
Donc je vais effacer la partie à droite là de H2 pour garder mon diagramme au milieu et comparer avec les orbitales calculées. Ça donne ça. On se retrouve avec une orbitale ici, là, qui est tellement S qu'on ne voit pas la contribution SP, parce que ici, je vous rappelle que entre la 2P et l'orbitale 2S, on a quand même plus de 16 électronvolts de différence, et on pourrait négliger un petit peu le caractère SP. D'accord? Et c'est vrai, on pourrait presque le faire d'ailleurs sans mélange. Si jamais vous m'aviez décrit H2O en m'écrivant certes, nous avons par symétrie les orbitales S et P qui peuvent se mélanger, mais comme l'orbitale 2S est trop basse, on n'a pas de mélange SP, j'aurais accepté cette possibilité-là. Sauf que vous auriez eu un doublet non liant ici, très bas en énergie, et ici vous auriez eu plutôt une sigma que l'on a ici. Et il s'avère que le calcul nous dit qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que là ici, elle est sigma, on voit la contribution des hydrogènes, mais là ici on voit qu'elle est aussi un peu sigma, et qu'il y a quand même presque 2 électronvolts de différence là. Et ça c'est parce que le calcul, lui, peut tout à fait choisir des niveaux qui ne soient pas entièrement non liants ou entièrement liants. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans ce détail, puisque là, avec les diagrammes, on ne peut pas être aussi subtil, mais il faut bien comprendre que dans la couche électronique, quand on va travailler sur des systèmes à plusieurs atomes, on n'aura pas tout le temps des orbitales qui sont entièrement sigma, entièrement pi, entièrement non liantes. On aura parfois des orbitales qui seront sigma d'un côté, sigma étoile, et avec des contributions non liantes quelque part. Donc la densité électronique, comme elle se retrouve dispersée et étalée un petit peu autour dans tous les atomes ou presque, on va pouvoir avoir des orbitales qui sont plus difficiles à décrire avec juste une répartition sigma, pi, n, liant, antiliant. Donc là ici, pour le système, ça passe encore. D'accord? On a quelque chose qui est liant. Là ici, on a quelque chose qui est liant à droite, liant à gauche. Et le changement de signe ici, ce n'est pas de l'antiliant, c'est juste le caractère P. D'accord? Il s'agit, on voit ici que le changement de signe se passe sur le noyau de l'oxygène. Et en fait, il s'agit en fait de l'orbitale 2P, qui est effectivement grise à droite et blanche à gauche. Et ici, on a pareil, on voit qu'il y a une forte densité électronique qui n'est pas sur la liaison. Donc là, c'est le côté non liant, mais qui a un petit peu de recouvrement quand même ici. Donc il y a un petit caractère liant. Celle-ci, par contre, est perpendiculaire. On voit qu'il n'y a pas du tout d'interaction avec les hydrogènes. Par symétrie, ce n'est pas possible. Et elle se retrouve à l'énergie de départ ou près. Puis, ici, nous avons le caractère antiliant qui est fortement prononcé. Et en fait, il y a tellement d'antiliants que ça annule la fonction, même presque au niveau des atomes d'hydrogène. Et qu'il n'y a que le bout, en fait, de cette sphère que l'on revoit. Donc, c'est comme si toute cette partie-là, en fait, s'annulait, puisque le plus et le moins s'annulent. Là, par contre, on voit un caractère SP. On voit qu'il s'agit juste d'un lobe en bas, et il doit y avoir un tout petit lobe blanc, là, à peine visible. Pareil pour la sigma étoile rouge, qui est plus haute en énergie que la noire, mais bon, ça se joue à pas énorme non plus. Et on voit que là, en fait, le caractère antiliant fait que là, on voit bien l'antiliant, et en fait, les deux s'annulent, et donc les lobes paraissent encore plus petits. Donc là, il faut bien voir que la fonction est presque zéro sur une grosse partie de la liaison. Alors au passage, pour des orbitales comme ça, de LUMO plus 1 qui commence à être haute en énergie, donc là on est sur des énergies positives, on a aussi des contributions des orbitales atomiques supérieures à la couche de valence, c'est-à-dire la couche d'après, ce qu'on appelle la couche de Rydberg. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Hein. Et ça justifie que, comme il s'agit par exemple de l'orbitale 2s de l'hydrogène, qui est vide, mais qui par symétrie se mélange et se retrouve un peu à ce genre de gamme d'énergie. Donc elle va se mélanger avec l'orbitale 1s, et on se retrouve avec des orbitales donc S de l'hydrogène très grosses.
Voilà. Et donc quand vous avez des fois des orbitales atomiques calculées qui ne sont apparemment pas centrées sur les atomes, il y a aussi ce que l'on appelle une contribution de la couche de Rydberg. C'est la couche qui est juste après la couche de valence. Bien, il nous reste à faire en VSEPR et la corrélation. Alors en VSEPR, cette fois-ci, H2O, eh ben, on travaille en AX2E2, d'accord? On a deux atomes liés, deux doublés non liants. Donc, AX2E2, ça fait du sp3, c'est-à-dire que les 4 orbitales atomiques, c'est-à-dire l'orbital S et les 3 orbitales P, se mélangent entre elles pour former 4 orbitales sp qui pointent le long d'un tétraèdre. Donc attention, quand vous faites le tétraèdre, d'orienter correctement votre tétraèdre pour qu'il y ait deux sommets qui correspondent aux atomes, d'accord? Ou enfin, en tout cas, vos sommets doivent correspondre à vos atomes. Si par exemple vous faites après CH4 en hybridation, les 4 pointes, les 4 sommets du tétraèdre sont vos 4 hydrogènes, sinon ça ne collera pas. Donc là ici, moi j'ai par exemple considéré que les deux hydrogènes du plan, là, donc la rouge et la noire, pointent vers les hydrogènes. Les deux liaisons là, les deux sp. Et d'où après, j'ai considéré que la noire qui pointe vers la gauche correspond à l'orbital atomique de H2 à gauche, et la sp qui pointe vers la droite, rouge, correspond à l'orbital du fragment H droite, qui est rouge aussi. Donc rouge avec rouge, noir avec noir, et les bleus et les blancs, et les jaunes, ne pointent pas vers les hydrogènes, et donc ne peuvent pas se recouvrir avec les hydrogènes. On se retrouve donc avec une hybridation sp3. On a deux électrons, deux niveaux non liants, bleu et orange ou jaune, et qui pointent dans ces directions-là, une devant, une derrière. Et nous avons après un système sigma vers la gauche, sigma vers la droite, très hydrogène dans les liantes, très oxygène dans la liante, très hydrogène dans l'antiliante. Et donc là encore, cette fois-ci, on a des orbitales moléculaires 100% localisées. On a des orbitales, des liaisons qui est un niveau, une liaison, alors que tout à l'heure, on avait bien l'équivalent de 4 électrons liants, mais avec des liaisons qui étaient en fait décrites par les deux liaisons en même temps, enfin par les deux orbitales en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si nos deux électrons participaient aux deux liaisons en même temps, et que c'était la somme des 4 électrons qui était l'équivalent de deux liaisons simples. Et ça d'ailleurs, c'est plus réaliste. Donc là ici, nous avons 4 électrons sigma, 2 liaisons, 4 électrons non liants, donc on a bien les deux doublés, et on n'a pas de lacune électronique. Donc ça correspond bien à du AX3, AX2E2, une hybridation sp3 et de l'eau tétraédrique. C'est normal, parce qu'en fait ça a été choisi dès le départ. Mais comme là ici, cette représentation Lewis, elle fonctionne, et bien en fait notre diagramme il est valable. Nous avons quoi? Un niveau HOMO qui est 100% oxygène, donc c'est le caractère base de Lewis. C'est un doublé d'électrons, alors pas très fort, c'est une mauvaise base de Lewis, et un caractère accepteur d'électrons. Et effectivement, H2O c'est aussi un mauvais acide de Lewis, mais ça c'est dû non pas à la forme, à la topologie de ton orbital, mais plutôt au niveau d'énergie. Avec un niveau HOMO plus haut, il sera plus basique, un niveau HOMO plus bas, il sera moins basique. Et donc un niveau LUMO plus bas, il sera plus accepteur, plus acide, et si le niveau LUMO remonte, il sera moins accepteur, moins acide. Donc après, c'est ce genre de choses justement que nous travaillerons dans la prochaine série où on fera le lien entre les diagrammes et la réactivité, d'accord, qui débutera dans plusieurs mois.
D'abord, on va finir ça et on fera probablement un peu de spectro avant. Bien. Alors, l'avantage, c'est que la machine, elle, on peut lui faire calculer n'importe quelle géométrie. Parce que justement, il n'y a pas d'a priori et on peut forcer les angles. Regardons un petit peu ce qui se passe avec toujours la même méthode de calcul pour que ce soit comparable en regardant l'angle. Donc là ici, vous avez en abscisse l'angle entre HOH, d'accord? Et vous avez ici les différentes énergies calculées et les dessins, d'accord, des orbitales. Et donc 180 degrés c'est linéaire, 100 degrés c'est coudé, d'accord? Pour l'orbitale 1, là, on a quelque chose qui est plus liant dans la version SP. En fait, comme la densité électronique se concentre entre les deux, là, il va y avoir quelque chose qui est presque plus liant. Alors que pour la deuxième orbitale, quand on est avec une orbitale P et qu'on pointe directement à l'opposé, on va dire, le long de cette orbitale P, l'interaction est plus forte. D'où, quand on va ouvrir l'angle, enfin fermer l'angle, il va y avoir une interaction sigma moins forte. Le recouvrement diminue. Donc en fait, cette énergie-là, cette orbitale, elle monte d'énergie quand on passe en forme coudée. Pour l'orbitale 3, la verte, à 180 degrés, il n'y a pas du tout d'interaction. Et on voit qu'elle a la même énergie que l'orbitale qui est perpendiculaire là et qui serait la rouge. Et quand on ouvre l'angle, quand on ferme l'angle, pardon, c'est-à-dire quand on va en forme coudée, on a une interaction avec les deux hydrogènes qui stabilise cette orbitale moléculaire. Alors que en forme coudée, la rouge, là, la quatrième orbitale, elle qui est non liante, n'est pas du tout impactée parce que le changement de géométrie ne crée pas de nouvelles interactions. Ce genre de diagramme s'appelle un diagramme de corrélation parce que en fait on va regarder la corrélation entre l'énergie des orbitales électroniques, des orbitales moléculaires, avec la géométrie. Et on pourrait imaginer aussi une évolution par rapport à la distance, par exemple OH. Ce qui est important, ça s'appelle aussi un diagramme de Walsh, au passage. Ce qui est important, c'est pas vraiment l'énergie de l'orbitale moléculaire, c'est l'énergie totale. Comparons l'énergie totale. Donc là, il s'agit, je vous ai rajouté un angle, une ordonnée sur la droite, c'est l'énergie totale en électronvolts. Et vous voyez bien d'ailleurs que la gamme d'énergie n'est pas du tout les mêmes. L'orbitale la plus stable de notre diagramme, elle est autour de moins 30 électronvolts, entre moins 25 et moins 30, alors que l'énergie totale du système est plutôt de l'ordre de moins 2070 électronvolts. Ça, c'est dû aux électrons de cœur, c'est dû à la somme. En fait, c'est la somme de l'ensemble des énergies électroniques, des interactions entre les noyaux, etc. À partir de là, elle est en pointillé. Vous pouvez voir ici que l'énergie est minimale dans cette région-là, entre 100 et 110 degrés. On peut essayer, ou en tout cas on dit, alors certains appellent ça une règle, mais ce n'est pas une règle, mais l'énergie totale a tendance à suivre l'énergie HOMO. Donc là ici, le niveau HOMO, lui, ne change pas. Donc quand le niveau HOMO ne change pas, c'est plutôt la HOMO-1. Et en fait, en regardant les énergies des électrons les plus hauts en énergie, s'il y a une géométrie qui semble favoriser ce niveau-là, c'est-à-dire diminuer ce niveau-là, il aura un impact important sur l'énergie totale, puisque comme le reste, c'est des électrons de cœur, des interactions en fait qui vont probablement pas trop changer en fonction de la géométrie, ces niveaux ont donc un poids plus important sur l'énergie totale. Et on voit que là, ça marche bien, c'est-à-dire que le niveau HOMO-1, cette petite tendance
d'interaction là entre les hydrogènes et cette partie du lobe SP qui stabilise en fait la forme coudée, c'est quelque part l'interaction qui justifie le caractère coudé d'H2O. On a bien là une HOMO-1 qui est favorable ou plus stable sous la forme coudée. Regardons un petit peu, et nous allons terminer avec ça, si avec BeH2, ça marche. Sauf que BeH2, il y a moins d'électrons. Alors regardez bien la forme. Ici, vous avez quelque chose qui est plus ou moins plus stable en version coudée. Là, c'est plus stable en version linéaire. Là, c'est la verte plus stable en version coudée. La rouge ne change pas trop, violette et marron non plus. J'ai donc refait le même diagramme de corrélation, mais cette fois-ci pour BeH2. Et il lui ressemble furieusement. L'évolution, en fait, est similaire, puisqu'il s'agit du même type d'interaction. Par contre, les niveaux d'énergie, eux, ne sont pas les mêmes. Puisque comme les niveaux SCP du beryllium ne sont pas au même niveau, vous avez des orbitales moléculaires qui n'ont pas les mêmes énergies. Au lieu d'être à moins 30, on est à moins 10. D'accord? C'est comme si l'ensemble du diagramme était remonté. Par contre, les profils sont similaires. Donc souvent, en fait, on se retrouve à travailler avec des profils, des diagrammes de corrélation de forme type AX2, sans mettre les énergies, mais en regardant et en comptant. Et là, ici, pour le beryllium, il y a 4 électrons à mettre. Il n'y a que 2 niveaux occupés, c'est le bleu et le orange. Et clairement, le orange est moins stable coudé que linéaire. Et quand on compare l'énergie totale, donc là je vous ai rajouté l'énergie à droite, donc là on est plutôt de l'ordre de moins 430 électronvolts, et on voit que la courbe de l'énergie totale en pointillé suit la courbe de la HO. Et la HO est plus stable sous forme 180 degrés, c'est là où il y a les meilleurs recouvrements, et ça incite BeH2 à être linéaire. Et ça veut dire que, en fait, dans la chimie, quand les molécules s'entrechoquent, se déforment, etc., eh bien, quelque part, il y a un processus énergétique qui a tendance, via des meilleurs recouvrements, une réorganisation de l'électron, qui aura tendance à réaligner les molécules BH2 sous forme linéaire. Quoi qu'il arrive. Je vais vous laisser digérer tout ça. Pour la prochaine fois, nous allons travailler NH3, donc on monte en puissance. Alors, pour le fragment H3, vous allez prendre le système triangulaire, d'accord? Puisque là, ils ne seront pas alignés. Nous avons 3 hydrogènes sous forme de triangle. Vous avez le diagramme de corrélation de H3 en triangle, d'accord? On l'a à un moment donné. On l'a travaillé. Regardez les propriétés de symétrie. Essayez de travailler l'interaction avec l'azote. Et pour commencer, nous allons travailler avec NH3 plan. D'accord? En fait, on fera BH3 au passage. Ok? Mais donc là, ici, vous faites plan, puis pyramidal. D'accord? C'est plus simple de faire plan. Et quand on passe au pyramidal, il y aura un mélange SP. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, qui arrivera dans quelques jours. Et celle d'après, ce sera CO2. CO2, c'est plutôt la géométrie que l'on vient de voir, linéaire ou coudée, et plutôt que d'avoir un atome en plus à gérer, là cette fois-ci on aura les interactions pi à gérer. Donc on aura des interactions pi. Donc le diagramme est un peu plus compliqué. Il y a plus d'interactions et plus de dessins et de recouvrements à gérer, mais la méthodologie est rigoureusement la même. Normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc on se voit au prochain épisode pour les corrections. Merci de m'avoir suivi, bon courage, étudiez bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions et à vous abonner si vous voulez suivre les épisodes dès qu'ils sortent. Merci beaucoup, à la prochaine.